Estamos aquí, donde todo hace sentido, en este lugar lleno de historia, de grandeza, nuestra casa, donde hace más de 7 siglos inició todo, nuestra gran Tenochtitlan. Este es nuestro sitio, donde honramos nuestro pasado, vivimos el presente y soñamos el futuro. Lugar donde habitan guerreros y guerreras que históricamente han luchado batallas juntos, solitariamente. Ayer, la historia presentó un reto sin precedentes que marcó nuestro camino, pero hoy nuevamente nos unimos para levantarnos como lo hemos hecho siempre. Porque la Ciudad de México está más viva que nunca y su corazón late intensamente con toda su magia y esplendor. Una ciudad lista para recibir a nuestra gente y a nuestros invitados con toda seguridad, para crear en ellos experiencias y sensaciones únicas que nunca olvidarán. La Ciudad de México es un lugar consentido y que consiente a quien la visita, porque puedes respirar una ciudad que tiene nuevos pulmones, con parques y áreas verdes recuperadas que hoy son admirados en el mundo, con espacios sorprendentes que han cobrado una nueva vida. Ciudad de México, un lugar donde se observa y se aprecia el arte, la cultura, cuna de tradiciones, lugar para mirar en la historia y para observar la modernidad y visionar el futuro. Estamos aquí donde el gusto por nuestra gastronomía no tiene límites, lugar de sabores, texturas, aromas y colores. Una ciudad hospitalaria, con tacto para atender a nuestros invitados como se merecen, con el mejor servicio, amabilidad y calidez. Una ciudad segura que gracias a un eficiente programa de vacunación prioriza la salud y la seguridad de todos. Estamos aquí donde el latir se escucha a través de los sonidos, el de nuestros habitantes, el de las calles, los parques y rincones, los espacios que marcan el pulso de una ciudad vibrante. Ciudad de México, una ciudad donde todo hace sentido, que se mueve, que no se detiene, movilidad de clase mundial que llega lejos y alcanza un nuevo destino. Sean bienvenidos a la ciudad que lo tiene todo y que hoy se reactiva con el impulso de su gente. Esta es la capital cultural de América, la capital de los derechos y la innovación, una ciudad que vibra, late y se siente, una ciudad segura. Visita la Ciudad de México. Gobierno de la Ciudad de México. En vue de renforcer l'économie sociale. Madame Allen, qui a un long historique professionnel, est également membre de DIES, qui permet le transfert d'innovation sociale dans le cadre de l'économie sociale qui pourront contribuer au développement territorial au Québec, ainsi qu'avec le secrétariat du Conseil des chantiers, l'Economy Trust, un fonds de capital pour les entreprises à l'économie sociale, vous et à l'économie sociale. Alors, souhaitons la bienvenue à Madame Béatrice Allen. Merci. Merci. Je connais pas très bien le protocole. Quelle joie que d'être ici au Mexique parmi vous avec ces intervenants super intéressants. Quel privilège d'avoir été missionné de modérer cette session. Bon,
Vous l'avez déjà fait, vous avez les liens pour suivre les nombreuses activités qui vont être gérées à partir de maintenant. Je m'excuse pour mon espagnol, mais s'ils vont traduire mon français et mon espagnol en même temps, je vais devenir folle. Mais la question, le fil rouge du forum, de quelle manière les différents acteurs et parties prenantes de l'économie sociale peuvent co-créer à partir du local, créer des solutions aux défis mondiaux et envoyez-vous nos réponses avec le hashtag GCF 2021. Bon, d'emblée, nous avons une vidéo du panel que je vais présider, que je vais modérer. Ah oui, vous allez lancer la vidéo. Hoy, el mundo está más Aujourd'hui, interconectado le que monde est nunca. plus Esto trae grandes oportunidades, pero también grandes retos. L'opportunité Para salir représente également de grands défis. Et pour aller de l'avant, il est essentiel de créer des réseaux d'intercoopération. Les efforts individuels vont devenir des actions collectives en donnant une impulsion à la cohésion sociale et préservant les milieux ruraux. Les partenariats à tout niveau montrent la générosité, les bénéfices. L'internationalisation de l'économie sociale et solidaire est devenue l'élément central pour l'échange d'expériences, l'amélioration des stratégies, des agendas partagés qui apportent des valeurs et solutions articulées en deçà d'un élément géographique ou un créneau territorial. La ESS est parcourue en compagnie. Il est nécessaire que les organisations internationales, les gouvernements, les entreprises sociales, la société civile, les mouvements et les collectifs travaillons ensemble à la construction d'un monde meilleur, un monde qui va promouvoir la justice, où il n'y aura pas de transformation économique sans transformation sociale. Tout cela commence avec une seule action. Nous devons penser global et agir local. Et nous vous souhaitons la bienvenue à la plénière 5, développer des partenariats locaux et internationaux. Génial. Alors, sans plus, très intéressant, toutes ces alliances et bien au-delà du travail ensemble, du travail conjoint et de nous renforcer, cela porte beaucoup plus loin. Et bon, nous avons plusieurs intervenants. Yang Kim, directeur exécutif de l'Association des gouvernements locaux en Corée pour l'économie sociale et solidaire, l'ESS, en virtuel, qui va se joindre à nous en virtuel. Je ne sais pas quelle heure il est en Corée, mais vraiment, il est généreux d'être ici. Et Marta Pedrajas, coordinatrice du secteur développement de Di Castello pour le développement intégrant humain du Vatican. Et nous avons ici parmi nous Juan Manuel Martínez Louvier, directeur général de l'Institut national à l'économie sociale du Mexique. Antolena Nolia, chef de l'unité à l'économie sociale et l'innovation du Centre d'entrepreneuriat PME, région et cité de l'OCDE. Et Monsieur Paul Ladd, qui s'est connecté, directeur de l'Institut de la recherche des Nations Unies pour le développement social. Et soyez tous les bienvenus. Alors, très bien. Nous allons tenir 2 cycles de questions. Première question. Comment donner une impulsion? Nous parlons de co-création et nous parlons de partenariat et on parle de s'engager un peu plus. Alors, comment donner une impulsion au partenariat depuis l'économie sociale et solidaire avec les parties prenantes et les acteurs qui ne sont pas nécessairement engagés avec cette autre manière de gérer l'économie? Et si nous voulons créer un système, nous devons attirer, impliquer les autres secteurs et par là peut-être répondre à la question quels sont les défis les plus urgents pour la création de partenariats dans le cadre international. Alors, la première, pour répondre d'abord, Yang Kim, votre réponse, monsieur, s'il vous plaît. Merci Béatrice, merci à tous. Bonjour, bonsoir et bonne nuit à tous. Bon, je vous parle ici de Corée du Sud, de Séoul, Corée du Sud. Je m'appelle Yang Kim. Je suis le directeur exécutif de l'Association pour l'économie sociale et solidaire des gouvernements locaux. C'est un privilège de faire partie de cette session. Et je tiens d'emblée à vous remercier tous de m'avoir invité. Et bon,
voici la clé pour que les acteurs de l'ESS soient mis au courant de l'existence d'autres secteurs au sein de l'économie. Il me semble que c'est ainsi que nous pourrons survivre et nous pourrons prendre de l'essor. Une activité autour du monde ces dernières années, c'est qu'on voit une convergence solide dans la manière de gérer les affaires aux différents stades de l'économie. Par exemple, nous avons des compagnies à profit qui suivent certaines directives, certaines dynamiques issues de nombreux siècles déjà. Mais maintenant, ils se ciblent plus sur la protection de l'environnement et ils veillent plus à protéger la responsabilité sociale au niveau entrepreneurial. Par ailleurs, les entreprises sociales, les coopératives et autres entreprises ESS, maintenant, doivent relever le défi de reprendre ce modèle à profit en investissant et en entrant sur le marché de l'approvisionnement. Et ce marché va accélérer ce procédé. Donc, on voit l'accélération des pratiques, des déploiements. Et il s'agit donc d'un pas en avant. Ce n'est pas l'option, c'est un pas en avant dans le contexte des négociations. Bien sûr, il n'est jamais très facile pour les organisations de comprendre l'efficacité, d'entamer des connexions de networking pour relever les grands défis. Et c'est pour ça que les réseaux tels le G7 s'avèrent si utiles parce qu'ils offrent de grands bénéfices à leurs membres. Et sur la base de ma propre expérience dans le secteur du réseau de gouvernements locaux, et ceci va bénéficier tous les membres et les adhérents. Pourquoi? Car nous voici à sur un carrefour crucial pour d'autres personnes et qui participeront à ces réseaux. Ce sera toujours un bénéfice. Donc, une des clés principales dans le cadre de la mobilisation, nous devons toujours tenir compte en premier lieu. Par exemple, quand on est aux prises avec les ressources ou les compétences, capacités limitées, avec les restreintes. Quant à la question des grands défis pour la création de partenariats dans le cadre international, oui, moi, je pourrais exprimer qu'en tant qu'individu qui parle le coréen, la barrière linguistique serait la grande barrière à la coopération internationale pour ceux qui ne parlent ni l'espagnol, le français, ni l'anglais. Et je suis certain que bon nombre de mes compatriotes coréens qui voulaient participer à cette séance n'ont pas pu le faire à cause de la barrière linguistique, car ils ne parlent pas l'anglais et ils ne pourraient pas comprendre les échanges. Alors, bon, je vois que jusqu'à présent, on n'a pas d'interprétation en coréen. Un autre grand défi, un défi tranchant, c'est le manque d'informations. Par exemple, dans mon organisation, l'ESS-GOV, et nous restons toujours ouverts à la collaboration internationale par le biais d'un réseau de gouvernements orientés sur le cadre de la ESS. Il y a quelques années, nous ne connaissions pas la présence de nous n'en savions rien de la présence de ces réseaux. Et maintenant, l'Organisation nationale des gouvernements locaux qui se voue aux paramètres ESS, et grâce à cela, maintenant, on a pu s'intégrer à eux en 2018 et en savoir plus sur eux dans le cadre du G7. Et nous avons pu souscrire un accord de coopération bilatérale internationale. Donc, même si je voudrais passer outre les technicalités, les technicismes, la différence d'horaire peut être importante, puisque quand les réunions sont tenues en Europe ou sur le continent américain, et quand on se compare avec les pays asiatiques, il y a une barrière car les pays asiatiques ne peuvent pas participer vu la différence d'horaire, les fuseaux horaires si différents. Et cette année-ci, dans les partenariats de l'OCDE, nous avons voulu participer, mais les webinaires ont été programmés à 1 heure où en Corée, tout le monde dort.
où pas tout le monde ne peut participer. Et même si j'ai beaucoup appris de ces webinaires avec certains collègues, il y a eu un moment, une fois par mois pendant plusieurs semaines, ça n'a pas été facile pour moi de travailler en pleine nuit comme ça. Alors, ces sessions, c'est pas différent, hein. Je ne me plains pas de la différence d'horaire, pas du tout. Et bien volontiers, je veux être présent, même s'il est très tard la nuit pour moi, mais parce que je tiens à prendre des experts, je tiens à obtenir d'autres savoirs. Et même mes collègues coréens, même moi, parfois, il est difficile de veiller toute la nuit et de nous réveiller très tôt le matin pour étudier. Bon, je trouve que ce sont des défis à relever quand on crée des partenariats internationaux et dans différents et c'est différent et c'est difficile pour certaines régions du monde. C'est surtout à cause des fuseaux horaires. Ah oui, oui, en effet, c'est vrai. Si bien l'économie sociale répond tout d'abord aux besoins locaux, les affaires telles les langues, par exemple, et les horaires internationaux ne sont pas si faciles à gérer pour la plupart des acteurs dans le cadre de l'économie sociale. Vous avez tout à fait raison. Bon, je voudrais poser la même question à Madame Marta Pedrajas, Madame. Merci Béatrice pour cette présentation. Merci beaucoup pour l'invitation à Saint-Siège. L'invitation Saint-Siège pour participer à ce forum si important, le GCF 2021. Depuis le dicaster, c'est la même chose qu'un ministère, mais c'est un dicaster pour le développement humain et intégrant. Nous tenions à renforcer le message du Saint-Père qui, dans l'encyclique Fratelli Tutti, a mis les fondements de ces partenariats pour résoudre l'économie. Si vous vous souvenez bien, il y a tout récemment, on a tenu l'événement, la manifestation l'économie de Francesco en l'honneur de Saint François d'Assise et non pas du Saint-Père actuellement, et qui a été tenu il y a 2 ans pour revoir la résilience de l'économie à un niveau plus technique, à un niveau plus scientifique, ainsi que depuis l'âme même de l'économie, récupérer les valeurs de l'économie pour pouvoir préserver ces partenariats. Une réflexion du pape dans l'encyclique Fratelli Tutti, parce qu'il fait une réflexion, propose la réflexion sur le monde, la situation comme elle se trouve actuellement. Il est difficile de travailler avec des propositions, aux diagnostics et aux solutions. Alors, comment l'Église propose de se retourner sur les principes, les valeurs, car l'Église a toujours donné une impulsion à ces valeurs, car les actions de l'Église ne sont pas une nouveauté. Nous avons toute la tradition séculaire de l'Église dans la vie humaine, la solidarité, le bien commun, la subsidiarité, la participation, les droits de l'homme, etc. Alors, l'encyclique Fratelli Tutti nous propose une réflexion, comment relever ces défis, comment se trouve le monde en ce moment, mais la question beaucoup plus profonde. Nous devons être capables d'établir des partenariats, non pas parce qu'on n'a pas les compétences ou qu'on ne soit pas très adroit, mais c'est parce que nous vivons, et le pape le dit ainsi au chapitre 1, et je vous encourage à le lire, nous vivons dans un monde encloîtré, l'ombre d'un monde encloîtré. Et dans un monde encloîtré, enfoui dans l'ombre, il faut identifier des moments où, agités par la pandémie, nous avons ce faux sens de la sécurité. On pensait que tout le monde était solidaire, que tout le monde avait une capacité de coordination à des projets communs, mais un tout petit virus de rien du tout nous a complètement chamboulés, et voilà la réalité. Et ce manque de défis en commun dans le cas de la gestion de la pandémie, on voit comment, par exemple, la distribution des vaccins, comment il y a une précarité, et ce n'est pas dans le cadre d'une pandémie, mais c'est le manque de projets en commun, et pour
créer ces alliances et ces projets en commun se construisent à partir de valeurs en commun. Alors, le pas dit s'ouvrir sur le monde, ce n'est pas une question d'économie ni nourrie par l'économie, mais il faut ouvrir ce monde, le décloîtrer à de grands processus et c'est reconstruire l'économie à partir de l'âme même de l'économie. C'est l'économie. Il faut également remarquer que cela débouche de la philosophie morale et l'éthique au siècle où cette économie moderne, il y a de nombreuses années en arrière, où cette économie moderne faisait partie des études de philosophie morale, ce manque de solidarité, de projets en commun, également le monde des rejetés d'après les Nations Unies, de ceux qui ont été laissés pour compte, c'est-à-dire ne laisser personne pour compte. Et depuis l'Église, le pape est en train d'étayer que personne ne reste pour compte et que ce soit le moteur de la reconstruction de ces partenariats, les droits de l'homme. Il faut les universaliser véritablement pour tous, dépasser nos craintes, la peur, et réorganiser nos frontières, relancer la communication, faire face à l'agression des médias, retrouver la sagesse de l'information. Alors, le pape fait une analyse, une validation du monde entier maintenant. Par exemple, les inégalités si cruelles, la perte en vie humaine, mais faire une réflexion beaucoup plus profonde, plus anthropologique. Pourquoi on se retrouve dans une situation pareille? Qu'est-ce qui nous manque pour reconstruire la solidarité? Et quelles sont les valeurs fondamentales où s'ancrent nos alliances qui vont nous permettre véritablement de reconstruire notre monde? Et il ne faut pas trop se compliquer non plus, hein, parce que les choses que nous avons tous en commun, nous n'en avons pas de très nombreuses, mais c'est la dignité, les droits de l'homme, le bien commun. Nous pouvons retrouver ces points communs qui nous permettront de reconstruire les partenariats, mais que ce soit en plus de profondeur que la proposition technique ou parler de capacité, c'est revenir, la refonte des valeurs, la refonte des principes. Et la pandémie l'a mis en évidence que tout était construit peut-être sur de la boue, sur rien du tout. On avait tout construit sur rien du tout, ce manque de coordination, ce manque de projets en commun. Et tout cela a vraiment porté tort à tous ceux qui ont été laissés pour compte. Alors, je ne m'étends pas plus, mais je vais proposer des alliances bien spécifiques et pour le développement humain. Et il s'agit aussi de donner une impulsion pour la reconstruction de cette solidarité universelle et cette façon de gérer l'économie à partir des principes de l'encyclique Fratelli Tutti et également comment on va reconstruire la planète qui est notre foyer, notre demeure. Avec tous les agents impliqués avec l'économie sociale et aussi avec l'environnement. Merci beaucoup. Oui, c'est vraiment très intéressant. L'importance, quand on pense à l'importance de l'économie sociale, qui pense aux personnes qui sont exclues, mais également d'attirer des ressources de l'économie dominante pour attirer la proportion de l'économie qui fonctionne en faveur de nous. J'aime beaucoup ce que vous dites sur les valeurs communes, les projets communs avec des valeurs communes, c'est-à-dire que l'économie sociale crée une meilleure compréhension de ce que nous voulons et comment nous pouvons le faire. Juan Manuel, toi, qu'est-ce que tu peux répondre à ces questions? Merci Béatrice et merci tout le monde. C'est difficile de répondre à cette question gigantesque en seulement 6 minutes, mais je vais essayer de le faire. Je vois deux dimensions de la création d'alliances que nous essayons de faire, aussi bien au niveau politique que public et économique et social. Tout d'abord, au niveau politique. Il y a une première base conceptuelle. Il y a un professeur qui m'a dit un jour
que le triomphe du capitalisme a été permis par l'inspiration qu'ils avaient à partir d'un tout petit livre qui s'appelle Les étapes de la croissance économique, d'un professeur américain qui s'appelait Walden Rostam des années 60. Bon, le quatrième pas de cette croissance économique répond justement à cette question. Comment est-ce que l'on fait mûrir l'idéologie de la croissance économique dans le système capitaliste? Cela a une relation avec les gouvernements locaux qui s'adaptent au capitalisme et adhèrent au capitalisme non seulement comme un modèle de production, mais vraiment comme une structure publique à l'intérieur des pays. Eh bien, nous devons faire la même chose avec l'économie sociale et solidaire. Ça a l'air très difficile, mais les gens de l'OCDE sont là pour montrer que nous cherchons des codes communs au niveau législatif, au niveau du traitement de l'économie sociale, au niveau de la mesure avec la CEPAL. Nous créons au Mexique, au niveau local, les comptes satellites pour pouvoir comptabiliser non seulement les pratiques qui sont merveilleuses, mais en plus, nous voulons comptabiliser à quel point l'économie sociale contribue aux chiffres actuels. Nous pouvons dire ou pas que nous pouvons dire que nous contribuons beaucoup ou peu au PIB, mais ce qui est une réalité, c'est que nous y participons. Et en réalité, le PIB réel dépend en partie de l'économie sociale, mais nous n'avons pas de moyens de comptabiliser, de montrer ça, de visibiliser. Ici au GISEF, nous avons fait une rencontre du réseau des collègues qui, dans toute l'Amérique latine, créent des mécanismes en faveur de l'économie sociale et solidaire. Voilà ce que je peux dire pour le politique, le social et le structurel. Et en grande partie, tu as répondu à cette question. Les entreprises d'économie sociale doivent être un facteur de redistribution, et ce, dans deux sens. Un, on doit arriver au marché qui aujourd'hui sont accaparés par les intermédiaires à but lucratif et qui n'ajoutent aucune valeur dans la plupart des cas. Et ces grandes affaires doivent venir au social. Si nous voyons les grandes fortunes de la planète, eh bien, elles sont financées par la population, par les poches de la population en général et souvent par les plus pauvres. La télécommunication, les électroménagers, ça se finance centime par centime, mais ça se concentre. Eh bien, tout cela devait revenir à l'économie sociale et solidaire. Nous avons actuellement des projets, et tu le sais, il y a ces plateformes qui sont utilisées maintenant pour les achats, pour les envois. Ces plateformes qui sont intermédiaires, qui sont créées dans un pays et que nous utilisons au niveau local, et il y a des forces de travail précarisées qui contribuent à l'enrichissement de ces plateformes. Eh bien, devant tout cela, tout du moins à l'INAES, on est en train de penser aux coopératives pour le taxi, les bici-messagers, pour que le travail puisse créer des bénéfices. Et cela a une capacité de réseau et de généralisation à partir de la création de réseaux d'affaires qui sont très forts. Et pour ce que disait Martha, une des priorités du pape, c'est la migration, qui est un effet clair de ce monde bouleversé. Les capitaux et les marchandises peuvent circuler sans difficulté. Ils sont le fruit des accords politiques qu'on a mentionnés au début, mais les personnes qui sont le facteur essentiel pour le travail, lui, il ne peut pas circuler librement. Comme le dit notre président López Obrador, il faudrait qu'on ait les structures nécessaires pour que les gens ne migrent que lorsqu'ils veulent migrer.
pas quand ils sont obligés par ce modèle économique. Comment créer des structures qui retiennent la force de travail et comment se rendre compte qu'aujourd'hui, tous ces conflits migratoires ont lieu, euh, et découlent du fait que les capitaux se déplacent, mais pas les personnes. Martha disait qu'il faut des valeurs morales, mais tant au centre les personnes. Et cela devrait nous permettre de comprendre la mobilité qui doit exister dans les planètes des produits et des capitaux, oui, mais aussi les personnes, dans un monde où ce seraient les personnes qui seraient euh, au commandement et pas le capital. Merci. Tu parles de clarifier les codes, d'utiliser tous les mêmes mots, de se rendre visible. Tu parles de faire la concurrence aux affaires, aux entreprises déjà existantes pour prendre possession de nos avoirs, de notre économie. Y contrastar a modelos que aún todavía están fomentando esta desigualdad al nivel internacional. Et contrecarrer ces modèles d'inégalité internationale pour faire avancer une proposition, oui, enracinée au local, mais qui permet également ces échanges de manière respectueuse et constructive. Je vais maintenant céder la parole à Antonio Lanoya qui est avec nous. Antonella. Bonjour Béatrice. Bonjour, bonsoir. Comme d'habitude, je suis très heureuse d'être dans ce sommet du JZF. C'est une puissante plateforme de rencontres et de dialogue. Je voudrais commencer en disant que ta question, Béatrice, est très opportune. Est toujours pertinente, mais surtout dans cette période où toute la planète est en train de se récupérer après la pandémie et de reconstruire mieux. Et dans ces périodes, ce genre d'alliance où nous nous rendons compte que nous pouvons tous collaborer. Et pourquoi? Bien sûr, parce que aucun des acteurs économiques, que ce soit le secteur public, privé ou social, les citoyens, tout le monde peut assumer, relever le défi. Personne ne peut relever ce défi de manière individuelle. Donc, nous devons tous travailler ensemble, échanger nos perspectives et cela est essentiel pour notre reprise, notre récupération. Pourquoi est-ce que l'économie sociale doit faire partie de ces alliances? Et de quelle manière elle peut construire des alliances? Je pense que ces alliances peuvent aider l'économie sociale. Bon, nous savons que l'économie sociale est en train de gagner de la visibilité et de la reconnaissance. Et c'est un moment très fort politiquement, historique, dont nous devons profiter et pour sensibiliser la population au sujet de la valeur ajoutée de cette économie pour construire une société durable.
Donc, les alliances sont importantes au niveau local, régional et mondial. Et le deuxième point que je voulais souligner, c'est que l'humanité fait face à des défis complexes. Et donc, il est important de créer un savoir collectif des solutions que nous pouvons mettre en place pour résoudre ces problèmes. Nous pouvons apprendre les uns des autres. Et nous pensons que ceci est important. Cela peut permettre le développement de l'économie sociale. Les alliances peuvent être des plateformes qui inspireront d'autres acteurs. Ils les inciteront à des comportements plus responsables parce que l'économie sociale se repose sur certaines valeurs, principes comme la coopération, l'égalité, etc. Mais ces principes ne seraient pas aussi importants s'ils n'étaient pas mis en place dans ces pratiques que l'on peut montrer aux autres acteurs pour les inspirer. Alors, Juan Manuel a parlé de l'importance des organisations internationales pour jouer un rôle dans ce domaine. L'OCDE, la Commission européenne, l'OCDE, ils ont tous un rôle important. À l'OCDE, bien évidemment, nous avons un savoir que nous pouvons faciliter et échanger, et nous avons dédié aussi quelques espaces pour permettre ce type d'échange. Moi, je pourrais mentionner, par exemple, le Forum mondial de l'OCDE, un forum très important où on parle, et je le dis avec plaisir, de l'économie sociale. Et en plus, dans notre directoire, qui est notre centre d'entrepreneuriat, etc., nous avons un forum local de développement, un forum sur le développement local où nous entendons des gens qui viennent de différents domaines. Une fois de plus, tout ceci est des opportunités pour nous connaître, nous rencontrer, échanger. Et j'espère que vous saurez que le CDE promeut ce type d'écosystème dont vous faites partie. Nous travaillons avec le soutien de la Commission européenne pour faire avancer l'internationalisation de l'économie sociale. Nous travaillons avec beaucoup de pays européens et non européens, avec les pays qui sont présents ici. Merci Juan Manuel et merci à la Corée. Vous qui avez organisé tout ceci, nous savons à quel point c'est difficile pour la Corée d'être avec nous, avec un horaire si différent. Mais nous sommes tous ensemble pour faire un exercice de partenariat dans l'apprentissage. Cet exercice est très important dans cette plateforme. Nous pouvons nous rendre compte que des personnes qui peuvent venir de différentes cultures, traditions et paysages peuvent discuter sur certains problèmes spécifiques, les jeunes, les femmes, l'internationalisation, le Covid,
les finances, etc. C'est vraiment un espace formidable pour diffuser de nouvelles idées. Et moi, je vais insister sur le rôle que les gouvernements devraient avoir pour faire avancer toutes ces alliances. Je dois m'arrêter. Oui, pour avoir du temps pour la question suivante. Je suis tellement passionnée. Merci, excusez-moi. Tu nous rappelles encore une fois l'importance de partager les connaissances pour savoir que nous existons, pour savoir que ça fonctionne pour imiter et exporter des expériences et pour prendre conscience que tout le monde, non seulement les gouvernements, mais tout le monde, pour que tout le monde prenne conscience de la valeur ajoutée de l'économie sociale. Nous sommes de plus en plus présents au niveau international et ce n'est pas pour rien, c'est parce que nous sommes utiles aux gouvernements qui veulent faire avancer le développement économique et social à la fois. Maintenant, je cède la parole à Nad pour qu'elle nous donne, à Paul Lad pour avoir ses impressions. Merci et je vous félicite pour ce forum qui a eu lieu pour toute cette semaine. Moi, je suis directeur d'un institut de recherche. Je voudrais prendre une minute pour dire ce que nous faisons. Nous sommes un institut autonome qui s'occupe des questions de développement et nous avons différents programmes de développement sur le genre, le climat, les meilleures politiques. Et nous avons un programme d'économie pour la transformation. Et nous faisons une recherche sur l'économie sociale. Nous travaillons sur la durabilité. Notre champ de travail est très large et nous travaillons sur la solidarité, l'inclusion, la justice dans les différentes activités dans lesquelles nous prenons part. Dans le système des Nations Unies, nous sommes un petit acteur. Et donc, je pense que nous, l'Institut pour le développement social, de recherche pour le développement social. C'est vrai, nous sommes petits, mais nous participons dans toute une série de réseaux avec des recherches, avec des chercheurs du monde entier. Et je pense que ceci est essentiel. Cette proximité des petits acteurs, c'est essentiel parce qu'on peut attirer des ressources, on peut changer, avoir une incidence à un niveau particulier. À une risque, on peut quand même dialoguer avec nos collègues des Nations Unies. Nous avons créé une force de travail de l'UNRISD. Nous avec les résultats de nos recherches, nous dialoguons avec les institutions des différents pays, avec les gouvernements. Nous travaillons avec les statistiques, les mesures des économies, de l'économie sociale, et cela aide à continuer à construire dans ce secteur. Je pense que c'est là l'un des points les plus importants. La création des réseaux peut créer une histoire, des impacts, mais peut rendre compte de la croissance du secteur. Notre partage, nos échanges à travers ces réseaux est donc essentiel. Comme les autres l'ont dit, la réalité est tellement forte actuellement. Le modèle économique dominant
ces dernières décennies nous a menés au bord de nombreuses crises, de nombreuses inéquités et de nombreux problèmes dans nos sociétés. La destruction environnementale, le changement climatique, une pandémie qui n'a fait qu'aggraver ces inégalités qui existent. Donc, c'est le moment correct de démontrer ce que l'économie sociale et solidaire peut offrir et comment les choses peuvent se faire différemment. Par ailleurs, ensemble, on peut analyser les choses en tant qu'écosystème, un écosystème à plusieurs niveaux. Mais il y a deux choses qui me surprennent. Tout d'abord, je vois que nous finissons par parler une fois de plus entre nous, avec des personnes ayant la même mentalité. C'est bien, nous pouvons échanger nos bonnes pratiques, mais il faudrait aller plus loin pour changer les mentalités. Je vais vous en donner un exemple. Aujourd'hui, au début des réunions annuaires du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, aujourd'hui, c'est le jour international de la société. Il y a beaucoup de critiques quant à la mobilisation des fonds de la part de la Banque mondiale. Et les économies peuvent se structurer de manière différente pour faire face aux défis mondiaux, ce qui serait utile pour les communautés, pour les gouvernements et pour les populations. Donc, il faudrait que nous soyons là, présents dans ces forums, parfois assez difficiles, à parler avec des gens qui sont moins conscients du potentiel de l'économie sociale et solidaire. Par ailleurs, le deuxième point que je voulais mentionner, c'est que les jeunes qui sont dans les lycées, dans les universités, sont de plus en plus conscients des défis qui existent dans le monde. Et ils sont véritablement en colère par rapport à ce qu'ont fait les générations précédentes. Donc, nous devons aller vers ces écoles, ces collèges, ces universités. Nous devons être présents avec eux et nous devons leur parler à eux qui vont être les leaders de demain pour que eux, dans leurs différentes carrières, ils contribuent à résoudre tous ces problèmes. Bon, c'est les deux points que je voulais mentionner. Allons au-delà de notre confort. Allons vers les personnes qui ne connaissent pas l'économie sociale et solidaire et centrons-nous davantage sur les jeunes. Merci beaucoup. C'est vraiment intéressant de dire que nous sommes, quand on entend même les Nations Unies dire nous sommes petits, mais ensemble nous serons grands et forts. On nous rappelle l'importance de la recherche pour connaître l'impact, mais aussi l'impact de l'économie sociale et solidaire, mais aussi pour prévoir le futur, pour qu'on soit de plus en plus nombreux à faire avancer tous ces projets. Maintenant, je vais passer à la question suivante. Quelles devraient être les actions, les stratégies des personnes, des groupes, des sociétés, des pays pour parvenir à un monde meilleur et plus inclusif? Quelles sont les actions clés qui doivent être poussées vers l'avant au niveau de l'économie locale? Si tout au long de ces présentations, vous avez tout d'un coup un doute, donc dans cette deuxième ronde, on va dans le deuxième ordre. Sure, Beatrice. Bien sûr, Béatrice. Honestly, this question looks like this question was given to most of the sessions, previous sessions as well, to speakers and the panelists. I had a Cette même question avait déjà été précédemment à tous les présentateurs, tous les panélistes. Et j'ai eu l'occasion d'en parler dans une session préalable. Donc, pour être bref, moi, je dis que le fait de pouvoir créer, que pour créer de la capacité, nous devons travailler ensemble. On l'a tellement souligné. Et nous devons le faire pour faire face à nos compétiteurs,
Il ne faut pas penser uniquement aux alliés. Il faut conquérir beaucoup plus de personnes et arriver à leur cœur. Euh, Nous, dans l'association de gouvernements locaux de Corée en faveur de l'économie sociale et solidaire, SSEGOV, nous savons que nous devons avoir un pouvoir politique. Sans cela, il sera difficile de faire face aux problèmes sociaux qui existeront toujours. C'est pour ça qu'on souligne l'importance des alliés et de l'organisation. Avec diverses alliés, nous avons travaillé conjointement avec des législateurs en Corée. Par exemple, l'un de nos maires de notre organisation est devenu législateur et a promu l'agenda de l'économie sociale et solidaire en se centrant sur les thèmes sociaux. C'est pour cela que nous nous sommes efforcés d'aller vers une amélioration. Et c'est pour cela que nous sommes arrivés au protagonisme dans le cadre de la pandémie. Nous avons lancé une initiative à partir des gouvernements locaux pour pouvoir créer un contexte, un cadre législatif en vue de pouvoir déployer nos différentes perspectives avec un traitement, une gestion beaucoup plus favorable. Et ainsi, nos processus se sont avérés très importants, très significatifs. Et l'objectif est de développer un modèle économique social centré sur les personnes, tout en coopérant avec des partenaires internationaux. Cela nous a aidés pour que plus de personnes participent à ce secteur. Au moyen de réseaux internationaux tels le G7, on peut créer et donner une impulsion aux meilleures pratiques autour du monde. Et de plus, comme on l'a déjà dit, le soutien pour l'économie solidaire et sociale par les organisations telles l'OCDE qui peuvent nous porter soutien. Mais tous les acteurs de l'ESCS voudraient que toutes les voix soient écoutées. Les législateurs pourraient également se bénéficier de ce type de loi et grâce à ce ciblage et à cette manière d'aborder ces nouveautés. En Corée, nous avons une histoire intéressante que je souhaiterais partager avec vous. Pas tous les décideurs s'intéressaient au procès de l'OSS et à franchement parler. En Corée, oui, c'est quelque chose de naturel. On ne leur en veut pas. Mais quand je parle de l'ESS, quand je fais allusion à cela, ils ne sont pas tous partants. Mais dans certains cas, quand je disais oui, nous sommes maintenant engagés sur un projet de l'OCDE et ils s'intéressent énormément à l'économie sociale et solidaire, la même chose se passe avec l'Union européenne, où ils planifient la création de directives et de guides pour les États membres. Alors, la réponse est toujours assez différente. La réaction est toujours différente. C'est pour cela que ce soutien de la part des organisations et des réseaux internationaux sont si importants. Ces soutiens sont si importants, et surtout en Corée, surtout des pays comme la Corée, car on peut faire que plus de personnes soient partant de l'ESS. Quant aux meilleures pratiques autour des villes, nos gouvernements, les municipalités ont lancé des initiatives législatives en vue d'inclure les personnes. Et nous avons voyagé au Québec, au Canada, en France, l'Espagne. Nous avons visité l'Italie également et nous avons visité d'autres pays pour apprendre des meilleures pratiques et partager ces meilleures pratiques, partager ces acquis. C'est pour cela que
un des meilleurs résultats et des meilleurs acquis issus d'une coopération internationale. Et tout récemment, l'engagement envers l'ESS, non seulement du point de vue de la génération des politiques, mais à partir du procès politique également. Je vous en parle car plus de décideurs et de législateurs se voient impliqués pour parvenir à une société plus inclusive, plus ils vont se bénéficier de l'écosystème de l'ESS. Et c'est pour cela que ça a été le slogan de nos campagnes depuis 2014. Et évidemment, ces efforts ont accru le nombre de législateurs impliqués dans l'environnement et l'économie solidaire et sociale. Et ceci ne vise pas seulement la politique. Le secteur de l'ESS doit poursuivre sa lutte vis-à-vis des membres du secteur public pour qu'ils fassent le constat des bénéfices de l'économie sociale et solidaire. Une fois qu'on arrivera à ce point si important en Corée, nous pourrons alors lancer des activités si importantes pour la transformation. Merci beaucoup. Oui, merci. Cela nous rappelle de l'importance de convertir les autres. Ce n'est pas que l'économie sociale ne puisse exister sans le gouvernement, mais quand l'économie sociale a le soutien, la reconnaissance du gouvernement, on aura bien plus de possibilités que ce ne soit que l'équité au sein de l'entreprise privée. Et la valeur d'un réseau tel SSI Go, c'est l'importance d'organisations telles l'OCDE et le UNSRID, tout légitimiser les pratiques locales parce que parfois les gouvernements écarquillent les yeux et ne savent pas que faire. Bon, même question pour vous, Martha. Merci de nouveau pour cette invitation à ce deuxième cycle. Bon, je souhaiterais proposer 2 actions très concrètes qui ont été lancées à partir du Saint-Siège et lancées par le pape lui-même, que ce soit un exemple de comment construire ces partenariats à partir du local. Pour nous, c'est à partir de l'Église locale et l'Église universelle, mais ces réseaux que propose le Saint-Père, l'appel est universel. On peut parler des catholiques à l'Église, mais on peut parler également de l'économie sociale et solidaire, puisque nous impliquons quiconque voudra se joindre aux initiatives qui visent à construire et à renforcer la solidarité. Et c'est l'objectif en commun. Bon. Je parlais de l'économie de Francesco, qui est un mouvement de jeunes en réseau qui travaille au relancement de l'économie et qui est structuré sur 12 hameaux, 12 villages qui combinent le charisme et l'aspect technique de l'économie, finance, égalité, finance, CO2, avocation, bénéfices, toute une combinaison de dialogue au cœur de l'économie avec plus de 2000 jeunes économistes qui travaillent en réseau pour lancer cette nouvelle économie. Et la semaine dernière, samedi dernier, on a eu une rencontre assise pour se pencher sur les projets concrets qu'ils voudraient lancer, c'est-à-dire travailler avec ces jeunes qui sont en train de donner une nouvelle perspective, un nouveau tournant à cette économie. Et M. Castelli, au ministère du Développement, il s'agit de relancer la cyclique Laudato Si, publiée en 2015, et nous travaillons en ce moment sur la plateforme d'action pour la Laudato Si, et vous trouverez toute l'information sur l'Internet. Mais cette plateforme d'action a cet objectif dans Laudato Si qui combine les meilleurs aspects de l'économie sociale et solidaire et tous les aspects de l'environnement et la planète comme notre demeure, notre foyer à toute l'humanité. Et nous sommes des créatures de la même création sur cette planète. Alors cet objectif ciblé sur
les pauvres, la planète, l'écologie intégrante, les aspects spirituels relancés sur un vecteur de 7 années d'action, 7 acteurs, 7 types de partenariats, tous insérés dans des différentes activités. Et ces alliances sont construites à partir de l'Église locale. Il est important d'inclure l'Église locale et ainsi on pourra étendre le réseau le plus large du monde en travaillant avec les églises centrales. Et alors, les réseaux sanitaires, le secteur économique, le réseau éducatif, la société civile, les ordres religieux et les familles. Alors, cet objectif, cet acteur cette année pour relancer le pouvoir de l'économie dans ce sens de l'ESS et sur les valeurs de Laudato Si. Et une autre suggestion, une autre idée, comment on travaille sur le thème de l'économie sociale et solidaire à partir de la commission COVID en 2020. Dans le cadre de la pandémie, le pape François nous a immédiatement missionné d'organiser une commission qui gère et gestionne la pandémie. Et dans un premier temps, il fallait faire face à l'urgence et maintenant, on parle plus d'une récupération, d'une reprise économique et d'une solidarité, par exemple, vis-à-vis des vaccins. Et cette commission COVID est entièrement structurée sur des partenariats. Rien ne peut être fait sans les autres acteurs, 5 groupes de travail. Le tout premier, écouter l'Église locale. Pendant des années, on écoute toutes les semaines avec des différentes connexions pour savoir sur le terrain ce qui se passe, quel est leur vécu depuis la prise en charge à ceux qui ont été très atteints par la pandémie du point de vue socio-économique et tous les facteurs. Alors, écoutez l'Église locale. Après, la reprise socio-économique aussi structurée sur la reprise économique et l'impact écologique, le secteur de la santé, le secteur de la sécurité et les migrations. Et nous travaillons également toujours par le biais de partenariats. C'est le seul moyen de pouvoir le faire avec les partenaires pour avoir ces propositions de reprise économique. Alors, la quatrième, la relation avec les États. Alors, le Saint-Siège est un État également et il a des rapports avec les États et les gouvernements. Cinquièmement, vous imaginerez déjà le crowdfunding pour pouvoir gérer tout ce travail. Alors, voici ces modèles, ces partenariats et comment on valorise les différents travaux liés à l'ESS, mais il faut aller un petit peu plus loin vis-à-vis des fondements et les propositions de reprise économique, etc. Alors, si vous avez d'autres questions, je pourrais répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Oui, merci. Il est important. Bon, vous nous rappelez que les défis de la société sont énormes et on a besoin de la contribution de tous. Dans ce sens-là, l'économie sociale représente un mouvement, interpelle les gouvernements, les individus et les entreprises, etc. Juan Manuel, quel est ton point de vue là-dessus? Bon, j'affirme la même chose, 2 dimensions. La toute première, tu en as déjà parlé, l'importance des gouvernements. Je vais parler du politique et de tout ce qui a trait au secteur. Tu parlais de l'importance des gouvernements et pour respect envers mes collègues, en tant que membre du pouvoir exécutif, que faire? Bon, dans un premier temps, avoir des rapports, des liaisons avec d'autres institutions et avoir un gouvernement où le discours vienne à favoriser le type d'intervention de l'ESS, c'est très important quand nous avons un président qui parle d'une transformation du pays, qui parle de prioriser les pauvres et quand il parle d'une économie morale, cela sied les bases pour qu'on puisse entamer de différents échanges avec le reste du gouvernement, avec les institutions de l'éducation, le ministère au travail, l'économie, le ministère de l'Intérieur, etc. et chercher les fils rouges afin que l'économie sociale puisse avoir un impact favorable sur tous les agissements des institutions. Et un grand défi de l'INAES
et de pouvoir démontrer qu'à partir de l'ESS, dans la plupart des cas, leurs objectifs aboutiront mieux qu'avec d'autres types de partenariats. Bon, et en ce qui concerne le secteur public, et c'est ce qu'on essaye de faire au Mexique. Et il y a un point de convergence qui s'associe au secteur. L'Institut national à l'économie sociale, à partir de la loi qui l'origine, la loi d'économie sociale et solidaire, nous l'ébauche et l'envisage. Le mandat principal est renforcer le secteur social de l'économie. Et nous avons déjà fait le distinguo. Oui, en effet, il y a un secteur très fort au Mexique, tout spécialement organisé en ce qui concerne l'épargne, les emprunts, les crédits. Et il y a des organes de représentation qui sont très forts et c'est avec eux qu'on travaille. Mais également, je tiens à dire qu'il y a un secteur très important qui est celui qui ne sait pas encore que c'est le secteur social de l'économie. Ils ne savent pas qui représente quoi que ce soit. Et un pays tel le Mexique, où les pourcentages d'économie informelle sont si importants et que les personnes sont à résoudre leurs possibilités entrepreneuriales avec des codes semblables à l'autre, la coopération, le financement, l'épargne, ils travaillent en termes d'économie sociale et solidaire. Ils ne le savent pas, mais je parle d'un secteur où ils ne savent pas encore qu'ils sont une ESS. Et j'espère que je vais pouvoir me connecter avec le global à partir du local, justement pour renforcer le secteur. Il faut le renforcer, oui, le rendre fort. Pas seulement l'institution, mais le secteur lui-même. Et la stratégie qu'on va porter, c'est la création d'un réseau de nœuds de ESS. C'est une formule de partenariat entre l'université, le gouvernement local et l'organisme du secteur social de l'économie, où au niveau local, on cherche à ce que les universités puissent se doter de capacités pour générer des entreprises sociales et des mécanismes de la main avec des organisations qui gèrent l'économie sociale sur le territoire. Et cela fera que chacun des nœuds puisse enclencher ses propres stratégies, comme Coacalco Tabasco qui travaille sur les énergies, à Mexico avec l'Institut Polytechnique, on travaille avec des coopératives aux soins, la prise en charge. Ailleurs, on travaille sur la production primaire, d'autres sont liés aux plateformes dont on a déjà parlé. Mais ce qui est vraiment porteur et qui nous donne grand espoir, c'est que ce qui s'est passé à Chihuahua puisse être répliqué à Chiapas. Ce qui se passe à Mexico, on puisse le répliquer à Guadalajara, à Monterrey, à Veracruz. Alors, cela ne sera possible que si nous avons un réseau bien communiqué avec des codes similaires, avec des procédures semblables pour que les personnes partagent ces savoirs. Et en effet, dans le cadre de dialogue qu'on a entamé avec d'autres pays, comme je le disais avant, et je suis confiant que bientôt nous aurons des nœuds en collaboration avec d'autres pays, tout spécialement les pays d'Amérique centrale, qu'on puisse établir un réseau de savoir à partir de l'ESS, les pratiques locales, et qu'on puisse le mener aux plateformes et à des échanges tels celui de ce matin et que ces acquis soient partagés. Et là-dessus, les stratégies entrepreneuriales et celles d'incidence publique pourront être divulguées dans tous les États, les autres pays, qu'ainsi on puisse donner de la force à notre secteur. Oui, très important d'avoir cette capacité de concertation et d'action au niveau local, mais cela dépend fréquemment des ressources et de la reconnaissance de la part des gouvernements pour l'encourager et le promouvoir. Bon, alors, du point de vue Antonella, du point de vue international, de la perspective internationale, comment ça se passe? Et merci beaucoup, Béatrice. Bon, je voudrais vous dire que naturellement, tous les acteurs que vous avez mentionnés, les gouvernements, les groupes sociaux, les villes, et nous proposent de différentes compétences, d'ambition et des ressources différentes. Et il me semble que pour pouvoir bénéficier la société, tout le monde doit être mobilisé dans les différents domaines et travailler conjointement. Moi, je peux dire,
qu'un des acteurs et parler des acteurs et de ce qu'ils peuvent faire, mais évidemment depuis notre propre perspective du gouvernement. Et je vais me cibler sur leurs actions au niveau local, mais je tiens à vous rappeler que l'économie sociale représente une grande opportunité pour que tous ces groupes, tous ces acteurs puissent participer parce que voici un ciblage transversal et l'impact multiplicateur qu'ils peuvent avoir dans la société, même à partir de la démocratie et la participation au niveau et que ce ne soit pas un seul individu, mais évidemment tous les territoires impliqués, parce que ce qu'on peut voir sur le scénario international, sur l'arène internationale, c'est que fréquemment les régions, les villes, en réalité, suivent des stratégies de plus en plus nombreuses. Et ils impliquent l'économie sociale et les secteurs qui participent. C'est pour cela que les gouvernements doivent participer. Et c'est là que je veux mettre l'accent. Et je souhaite vous proposer certains chiffres au niveau de l'OCDE. Les gouvernements participent à 58% de tous les investissements publics. Et cela, en réalité, représente ou nous indique qu'ils ont la possibilité de porter soutien à l'ESS à ce niveau-là. Et avec cette capacité financière, il y a également une tension qui s'accroît et une tension vers les politiques basées sur le local, et c'est là où l'économie sociale trouve son propre créneau pour pouvoir évoluer. Que pouvons-nous faire au niveau local de la part des gouvernements? Alors, les gouvernements, tout récemment, les gouvernements ont divulgué, publié une étude qui porte sur les différents développements régionaux dans le contexte de l'économie sociale. Mais nous pouvons recourir à cela au niveau global. Il est important de capitaliser l'importance de l'économie locale pour pouvoir porter le développement local et régional, car généralement l'économie sociale s'entretisse avec la dynamique du développement local. Et évidemment, on peut observer que quand on suit ces stratégies, et ces stratégies ont été co-créées, quand on a porté en avant ce mouvement en Espagne, en France, ces stratégies allaient trouver plus de chances, auraient plus de chances d'aboutir, de s'accomplir. Et les gouvernements locaux devraient faire un effort pour disséminer, divulguer les bonnes pratiques au niveau local, par exemple. Je vais citer la France, par exemple, où il existe un réseau d'agences régionales où ils sont vraiment très efficaces au moment de développer et de partager les techniques de partage des connaissances. Et ce que les gouvernements doivent faire naturellement, c'est d'assurer les ressources financières et les acheminer vers le ESS. Rien que ça. Et on peut retomber et s'adosser sur différentes sources, par exemple, que ce soit au niveau européen. Et au niveau européen, nous pouvons prendre les fonds nationaux, les ressources privées financières, les fondations, y compris les fondations, les banques, parmi bien d'autres. Et je tiens ici à signaler, par exemple, qu'il y a un rôle très important que peuvent jouer les différentes régions et les villes en vue de promouvoir les initiatives dans le contexte de l'ESS. Merci beaucoup. Il me semble que cette dernière phrase est absolument clé. Paul Ladd, monsieur, vous avez la parole pour répondre à cette deuxième question. Merci, Béatrice. Bon, c'est une question très large et très profonde. Alors, je vais essayer d'y répondre directement. Bon,
je pourrais dire qu'il y a de nombreux facteurs qui nous interpellent maintenant, les inégalités si évidentes, le travail dans la précarité qui peut même s'aggraver à cause de l'avènement de nouvelles technologies qui ne font que promouvoir l'accès, la destruction de l'environnement et l'accès exclusif à tout. Et la racine de tous ces défis, c'est avoir établi des systèmes économiques qui n'ont pas changé. Et nous avons des microsites de développement problématiques. Alors, je peux dire qu'on peut promouvoir des incentives sur le court terme, y compris un système financier, un ESS, mais malheureusement, il y a plus de ciblage. Les secteurs se ciblent plus sur les gains sur l'argent et non pas sur, par exemple, les défaillances des chaînes d'approvisionnement parce qu'ils n'ont pas compris ou intégré les coûts et les dégâts environnementaux dans tout leur processus. Et ils les ignorent. Ces systèmes ne sont pas bien alignés avec une durabilité possible, ni avec les droits de l'homme, ni avec l'inclusion. Alors, si on va contrer la destruction environnementale et les facteurs sociaux, les inégalités et les catastrophes humaines, il va falloir revenir aux principes, revenir à une économie sociale et morale. Nous avons plusieurs voies à amorcer et une des voies serait la voie de la solidarité, serait l'économie sociale et solidaire. Et on est à promouvoir des objectifs sociaux et environnementaux et à promouvoir la participation démocratique dans l'activité entrepreneuriale afin de générer des bénéfices plus justes pour tous, pas seulement générer des profits et des chiffres d'affaires. C'est une grande opportunité pour défendre l'AESS face aux défis. Quant à une échelle majeure, on pourra analyser comment on va promouvoir les différents comportements. C'est là où le gouvernement doit jouer un rôle clé, mais les gouvernements n'ont pas les fonds ni la capacité, n'ont pas de pouvoir face aux transnationales énormes, aux transnationales les plus importantes, même s'ils ont la capacité de réglementer des comportements qui ne sont pas compatibles avec le développement durable. Et, bon, mon autre commentaire, on a besoin d'une révision de fonds niveau local, national, international, afin d'aborder les politiques publiques. Nous n'avons pas suffisamment de financement pour générer des bénéfices environnementaux et sociaux. Il y a énormément d'évasion fiscale qui s'exacerbe terriblement et cela, évidemment, exacerbe les inégalités, ouvre les brèches d'inégalités, les élargit et évite l'accès universel à l'éducation, à la santé, à la sanité et aux services sanitaires. Et c'est pour cela que tous ces points se relient et avec l'ESS. Je pense que les sociétés devraient répondre en s'éloignant de ce modèle économique qui n'est plus du tout durable. Et numéro 2, il faudrait réviser de nouveau l'équilibre fondamental du pouvoir du secteur privé et le pouvoir public pour pouvoir relancer l'activité économique. Cela nous rappelle qu'à la fin, c'est l'importance du bon gouvernement, le bon gouvernement pour les personnes et non pas pour l'argent ou le capital. Bon, avant de passer aux autres questions, vous avez 1 minute pour présenter vos conclusions à tout cela. Et sans plus, je donne la parole à M. Young Kim. Monsieur, présentez vos conclusions. Merci, Béatrice. Et oui, cette pandémie nous a causé de grandes peines,
de gros chagrins et cela n'a pas terminé. Mais je crois que nous avons appris de grandes leçons à partir de cette expérience. Et comme l'ont dit mes collègues, nous avons un monde terriblement inégal au niveau social, économique, politique, etc. Donc, voici une des leçons à apprendre. Mais comment, Marianne, pourrions-nous le dire, la crise de la pandémie, de la COVID-19 nous donne une opportunité de changer le capitalisme et il faut mettre l'accent sur le rôle du secteur public et du gouvernement pour pouvoir changer la donne, pour pouvoir renforcer leurs actions. Et il me semble, et dans ce contexte, l'ESS peut démontrer l'énorme pouvoir qu'ils ont, c'est-à-dire mener le capitalisme d'une façon différente et résoudre les problèmes de l'inégalité. Donc, on doit profiter, mettre à profit ce moment. Et ce genre d'échanges seront le point de départ pour nous tous. Merci à vous tous d'avoir organisé cette conférence, cette rencontre. Merci à vous tous, à l'INAE, surtout à Juan Manuel, à vous tous qui avez travaillé si fort. Et merci infiniment de m'avoir invité. Merci beaucoup. Marta Pedrajas, votre conclusion et votre contribution en 1 minute. Merci. Eh bien, en 1 minute, je voudrais réitérer ce qu'on a dit depuis le début, c'est-à-dire que l'économie sociale et solidaire est une proposition fondamentale pour remettre au centre la personne et la planète à partir de la récupération de valeurs fondamentales. Dans le sens anthropologique, dans le cadre de l'anthropologie humaine, l'économie, les droits de la personne, le bien commun, l'égalité, toutes ces valeurs, c'est également l'appel lancé par le pape pour régénérer l'âme de cette économie. Merci à tous pour vos propositions. Merci de m'avoir invité à participer de cet événement, de ce forum d'économie sociale. Et je réitère le message de pape selon lequel il faut reprendre le message de Saint François d'Assise. Je reprends ce que dit le pape. Le San Francisco nous rappelle à quel point la nature, les pauvres, l'engagement avec la société sont importants. Et voici mon vœu pour l'économie sociale et solidaire, que vous vous rappeliez toujours ces valeurs communes qui peuvent nous enrichir tous. Juan Manuel Martínez-Louvier, ta conclusion. Conclure, ou plutôt pour ouvrir, je dirais qu'il n'y a pas d'autre voie que l'économie sociale et solidaire pour la résolution des grands problèmes de l'humanité. Et je ne crois pas tout ceci de manière prosélytiste. J'y crois parce que à la base de n'importe quelle entreprise, économie sociale et solidaire, à la base du coopérativisme, nous sommes des groupements humains qui naissent pour résoudre des nécessités, non pas pour aspirer à des rêves ou pour vendre des marchés ou pour faire ce que fait l'économie de marché. Si nous avons une organisation fondée sur les nécessités des gens, donc nous sommes sur un terrain commun. Et les nécessités humaines du présent et de l'avenir sont de plus en plus globales. Donc, si nous ne travaillons pas en réseau avec ces principes fondamentaux et éthiques que constitue l'économie sociale, difficilement nous allons pouvoir résoudre ces problèmes mondiaux. Ou, je pourrais dire ça à l'envers, quel avantage nous avons, ayant derrière nous une histoire de siècles d'économie morale à partir de principes éthiques, quelle grande chance de pouvoir nous retrouver en réseau
pour résoudre ensemble les défis qui sont devant nous. Antonella Noia, merci beaucoup, Béatrice. Je voudrais remercier les autres panélistes pour ce qu'ils ont dit. C'est un moment où nous devons continuer à être très conscients de la valeur ajoutée de l'économie sociale. Et nous devons prêcher aux non-convertis. Je pense que les non-convertis peuvent beaucoup apprendre par rapport à l'économie sociale. C'est-à-dire que ces pratiques transmettent des valeurs comme la solidarité, la coopération, la responsabilité sociale, si importante pour toute la société. Nous sommes donc dans un moment historique où tout le monde doit participer et s'engager en faveur d'une société plus juste, plus inclusive. Et donc, c'est très important que l'économie sociale soit considérée comme un acteur qui sera fondamental pour relever tous nos défis. Paul Lade, vous avez la parole. Moi, je suis fortement persuadée que nous sommes dans un moment fondamental de l'histoire où nous pourrons faire avancer certaines valeurs. Mais c'est aussi un moment pour développer nos pratiques solidaires. C'est un moment parfait où nous pouvons proposer une solution bien étayée avec des recherches pour faire face aux défis. Et je voudrais souligner quelque chose qu'a dit Young Kim. Le secteur de l'économie sociale est puissant en lui-même, mais nous devons également nous adresser à ceux qui ne vont jamais faire partie de ce secteur. Par exemple, Johnson & Johnson, des gens qui ne vont pas faire partie de l'économie sociale et solidaire. Mais il y aura d'autres parties de l'économie qui peuvent se joindre à nous. Nous devons avoir confiance en nous et continuer sur notre lancée. Maintenant, nous allons passer à la période des questions. Diana Alarcón, coordinatrice des affaires internationales de la ville de Mexico. Madame Alarcón, votre question. Merci beaucoup. Je serai brève. Merci tout d'abord aux panélistes pour leurs interventions. Je construis à partir de ce dernier commentaire de Paul. Un élément qui me manque dans la conversation sur la construction des réseaux pour faire avancer l'économie sociale et solidaire, c'est le thème du financement. Nous pourrons difficilement espérer que l'économie sociale et solidaire se développe et devienne une partie importante, majeure et forte de nos économies sans modifier la manière dont on canalise les ressources pour financer leur croissance. Donc, il me semble que si nous voulons débloquer les grandes restrictions pour l'expansion de l'économie sociale et solidaire, il y a là un élément important auquel nous pouvons réfléchir. Excellent. Excellente question. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Antonella? Oui, bien sûr. Je peux répondre, comme je l'ai dit précédemment. Cet aspect est sans aucun doute un aspect que le gouvernement devrait réviser. Et
Je vais répéter ce que j'ai déjà dit il y a quelques jours dans une autre conférence. C'est que souvent, l'investissement dans l'économie sociale tend à être perçu comme un coût. Mais je pense que lorsque nous verrons les contributions et les impacts multiples de l'économie sociale, là, l'investissement devrait être vu non pas comme un coût, mais comme un investissement avec un rendement. Et je crois qu'il existe également la nécessité de fournir du financement selon les nécessités dans l'économie sociale. Et bien sûr, ouvrir la voie au financement privé, sachant qu'il ne doit pas arriver avec trop de conditions. Mais tout l'aspect financier de l'économie sociale doit être co-construit. L'économie privée pourrait éventuellement arriver avec des ressources qui pourraient être utilisées par l'économie sociale. Bon, j'invite ceux qui sont en ligne à poser leurs questions. Nous en avons déjà une. Je ne sais pas si quelqu'un veut abonder pour répondre à la question à laquelle a répondu Antonella. Est-ce qu'il faut penser aux dépenses en économie sociale comme un investissement stratégique? Non, bon. Donc, je passe à la question suivante. Quelles bonnes pratiques vous conseillez pour parvenir à la participation des jeunes dans l'économie sociale? Kim ou Juan Manuel ou Martha qui parlait également des jeunes? Je Une partie de notre travail dans l'Institut, c'est de créer un écosystème financier spécifique pour l'économie sociale et solidaire. Bien sûr, cela part du grand apport des coopératives d'épargne et crédit au Mexique et ailleurs dans le monde. Ils ont une captation d'épargne importante, mais l'échafaudage, les structures néolibérales ne leur permettent pas de développer des activités d'investissement profond. Et c'est là où on en est. On essaye de transformer les cadres normatifs et les mécanismes financiers pour les libérer. Et tout cela aura trait à la formation d'entreprises où les jeunes pourront participer. Et je vois là une opportunité importante. Tout d'abord, l'Amérique latine a une opportunité historique parce que ce moment-ci, ces années-ci, constituent une fenêtre privilégiée. Plus que jamais, on a une majorité de jeunes et ils composent un segment autosuffisant très important. Il nous faut donc une stratégie pour créer une structure d'entrepreneurs qui accueille tous ces jeunes. Quand il y a un critère de maximisation de bénéfices et de rentabilité économique pour toutes les choses, nous voyons comment sont marginalisés les postes de travail et cela a un impact sur les jeunes. Lorsque nous avons un critère de créer des entreprises pour maintenir les postes de travail, là, c'est différent. Je vais être autocritique. Dans l'économie sociale, on est mauvais pour communiquer. Mais lorsque nous communiquons bien que dans une entreprise d'économie sociale, le jeune peut trouver une identité parce que c'est son entreprise, il va avoir du pouvoir parce que c'est son entreprise et il va être heureux parce que son travail, c'est le point d'entrée pour cette stratégie. Là, les jeunes vont être attirés. Donc, comment faire pour que les formules des entreprises d'économie solidaire ont des réponses aux besoins et aux questions des jeunes? C'est là notre défi. Kim?
Sorry, my mic was muted. I just Pardon, wanted mon to, micro était éteint. add to Je souhaite tout simplement rajouter I'll definitely echo quelque chose par rapport à ce que Juan Manuel vient de dire. Moi, je me joins évidemment à tous ces mots et je souhaite simplement ajouter qu'il faut promouvoir effectivement la participation des jeunes parce que ce secteur de l'économie sociale et solidaire est fondamental. Mais l'éducation est fondamentale elle aussi. En Corée, ces dernières décennies, ont travaillé ardument avec les législateurs pour faire avancer les valeurs de l'économie sociale et solidaire pour que, par exemple, l'économie sociale et solidaire fasse partie des programmes d'études. L'économie sociale et solidaire commence à s'enseigner. Il y a des textes qui ont été développés et tout ceci nous aide les jeunes étudiants dans les écoles. Ainsi, ils se rendent compte de leur potentiel et de l'importance de l'économie sociale. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais ça, ce serait déjà un bon début. Merci beaucoup. Je pense qu'on pourrait continuer longtemps à parler de ces thèmes, mais j'aime bien qu'on finisse par parler des jeunes parce que c'est l'avenir. Bon, c'est un cliché, mais c'est vrai. Donc, voilà, on va clôturer cette partie et on continue avec les autres activités de GICEF. Merci beaucoup. Nuestro país es reconocido por tener la segunda ciudad con más museos en el mundo. Uno de sus principales representantes es el Museo Nacional de Antropología, construido por Pedro Ramírez Vázquez, con 42 salas de exhibición, 11 de las cuales están dedicadas al mundo precolombino, 11 a las culturas indígenas de México y 2 más para exposiciones temporales. En la primera sección del Bosque de Chapultepec encontraremos el Museo de Arte Moderno Rufino Tamayo. Dicho museo va a tener representaciones donde exhibirá la obra de este gran pintor oaxaqueño. Igualmente, reconoceremos la valiosa arquitectura realizada por Teodoro González de León y Abraham Zabludovsky. Levantado majestuoso sobre el Cerro del Chapulín se encuentra el único alcázar de México, el Castillo de Chapultepec, donde se cuenta la historia de Maximiliano de Habsburgo y Carlota, Porfirio Díaz, Benito Juárez y el heroico Colegio Militar. Y sobre la avenida Paseo de la Reforma encontraremos el Museo de Arte Moderno. Dicho museo es construido hacia 1964 por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. En él podemos encontrar obra de grandes artistas como Remedios Varo, Leonora Carrington, el doctor Gerardo Murillo, conocido como Dr. Ad, entre otros grandes artistas. Y por supuesto, si a ti te gusta conocer la obra de Frida Kahlo, conoceremos la obra de las dos Fridas. Así que ven y disfruta de estos grandes museos. Te esperamos en la Ciudad de México.